Bonjour à tous. Je suis content d'animer ce webinaire qui est consacré en fait à la solution Kerlink et comment déployer une GTB avec des capteurs sans fil. Je suis Grégory Boisvult, ça fait 5 ans que je suis ingénieur d'affaires chez Sphinx et que j'aide en fait les clients à déployer leurs réseaux privés, notamment des réseaux LoRaWAN, donc des réseaux sans fil. Pour ce webinaire, j'ai la chance d'être accompagné de Romain et David. Bonjour à tous les deux. Je vais vous laisser Bonjour. vous présenter. Bonjour. Bonjour à tous. Romain Véric de la société Kerlink. Je travaille depuis à peu près 10 ans chez Kerlink dans l'équipe commerciale de Kerlink et j'ai la responsabilité de travailler en collaboration avec notre réseau de distribution mondial et donc de ce fait d'assister et de supporter les initiatives de l'entité Sphinx. Bonjour, je suis David Norta. Je suis le responsable chez Météo Viva pour la France. Depuis 2019, on se développe ici. Nous sommes une entreprise allemande et on a connecté à notre système une vingtaine de bâtiments depuis. Et aujourd'hui, on est 4 personnes en France et je gère un peu tout et le développement pour la France, la synchronisation avec notre maison mère en Allemagne. OK, parfait. Vous voyez bien la deuxième slide, donc l'agenda du jour. On est ensemble pour 1 heure. On va essayer de tenir les délais et de répondre à la fin à vos questions. On a normalement dédié un petit quart d'heure d'échange. L'objectif de ce webinaire, bah, c'est évidemment de vous présenter la solution sans fil Kerlink GTB et aussi de profiter du retour d'expérience de David au sein de Météo Viva, qui utilise nos produits historiquement en fait sur la version cloud et puis plus récemment sur cette version-là spéciale GTB. On passera en revue 2 cas d'usage de déploiement qui ont mis en œuvre cette solution-là. Et on va commencer par faire une petite introduction pour recadrer un peu les choses. Déjà, présenter les sociétés respectives et puis refaire un petit tour sur les réglementations en vigueur. Donc Sphinx, en fait, on est un distributeur spécialisé dans l'informatique industrielle et l'IoT. Ça fait 30 ans qu'on existe. Ça a commencé en Allemagne. Aujourd'hui, on est présent dans toute l'Europe à travers 18 bureaux. Alors 11, maintenant c'est 12 pays européens. On est 110 et on livre à peu près 300 000 produits par an qui partent de notre entrepôt logistique principal d'Allemagne. On stocke aussi les produits en France, notamment les produits fabriqués par Kerlink, qui est un fabricant français. On est distributeur multimarque. Aujourd'hui, on vient dans ce webinaire en tant que représentant de la marque Kerlink, mais on fait aussi autre chose que du LoRa. On vend des routeurs, des switches, plein de choses pour l'industrie en fait, des passerelles de conversion, des solutions KVM. Donc voilà, il y a certainement des choses qui vous parlent là-dedans. Romain, je te passe la main pour la présentation de Kerlink. Bien sûr, société Kerlink, une société qui a été créée en 2004, bientôt 20 ans d'existence pour Kerlink. On est basé à Rennes, là où on a notre siège social, là où notre R&D et nos capacités de production sont, Rennes ou dans la région de Rennes. Donc on est sur des produits qui sont conçus et fabriqués en France. Kerlink, rapidement, donc on est une société qui est spécialisée dans le LoRaWAN, dans la fabrication de l'infrastructure et la fourniture de l'infrastructure LoRaWAN, à savoir la fabrication des concentrateurs et du cœur de réseau permettant d'opérer un réseau LoRaWAN. Et à ce titre, on est parmi les 9 membres fondateurs de l'Alliance LoRa, qui a été créée en 2015. Donc ça fait à peu près maintenant 7-8 ans qu'on travaille la technologie LoRaWAN de manière intensive. Alors, Météo Viva a été créé, ou on va dire, nos fondateurs ont développé des premières idées pour anticiper les températures intérieures des bâtiments tertiaires et pour contrôler les installations, pour bien suivre nos prévisions, pour être efficace. C'était créé des premières idées développées en 1995.
En 2001, l'entreprise a été créée avec un autre nom, Enox Systemoptimierung, très allemand. Et en 2005, finalement, on a créé MeteoViva. Depuis, pendant 10 ans, c'était 5 employés. Et depuis les dernières années, on a bien développé. On a trouvé des grands fonds d'investissement qui veulent développer MeteoViva dans leur parc immobilier. Et depuis 2019, je suis en France, au début toute seule. Aujourd'hui, nous sommes 4. Et depuis l'année dernière, on utilise aussi les Carlink, surtout dans les bâtiments allemands, mais aussi en France, on va utiliser cette année 2 ou 3 pour connecter des sondes de température ambiante. Mais je vais expliquer plus tard pourquoi c'est important pour nous. Et selon mes collègues, on utilise autour de 15 Carlink, la version extérieure et intérieure. Et aujourd'hui, on est 47 employés chez MeteoViva. On a 10 à 15 étudiants et stagiaires qui assistent aussi. Et on a des bureaux aux États-Unis, Pays-Bas, en Suisse et aussi ici en France. Et on exploite autour de 200 bâtiments en 9 pays. En moyenne, on a fait la moyenne sur 50 bâtiments, on économise 25% des consommations CVC, où on est spécialiste. Et on a autour de 50 projets en développement en ce moment. Et normalement, nos livres sont bien chargés parce qu'avec les augmentations des prix d'énergie et tout, il y a pas mal des intéressés qui veulent utiliser MeteoViva pour optimiser et réduire la consommation d'énergie dans leurs bâtiments. Exactement. Et bien aidé aussi par, les les normes et la réglementation, en vigueur en France, quoi. C'est ce qu'on va voir maintenant. Quelles sont les motivations, en fait, pourquoi on est là, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Hem, donc quelques chiffres, en fait, en France, sur, les émissions de gaz à effet de serre. On constate que le bâtiment, représente 20% des consommations de gaz à effet de serre. Après le transport, qui fait 30% et la production d'électricité. Donc c'est un secteur, en fait, important, heu et c'est la cible aujourd'hui de la réduction de la consommation énergétique. Et dans le bâtiment, on peut constater, en fait, que ce qui consomme, en fait, le plus, c'est, le chauffage, la ventilation, évidemment pour 65% des consommations. Ensuite, on a l'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les appareils électriques pour 10%. Donc quels sont, en fait, les leviers qu'a mis en place le gouvernement dans ce plan de sobriété énergétique? Quelles actions, en fait, il a faites? Dans un premier temps, le plus simple à mettre en œuvre et le moins coûteux, c'était de sensibiliser les occupants, donc nous. Donc en nous indiquant, en fait, de chauffer un peu moins, heu, chauffer à 19 degrés par exemple, réduire la clim, mettre la clim au maximum à 26 degrés, consommer moins d'eau, éteindre quand on n'est pas dans les bâtiments. La deuxième action, c'est, faire des travaux de rénovation, en fait, hein, avec toutes les mesures qui ont été mises en place pour subventionner ces travaux-là. Installation de pompes à chaleur, isolation par l'extérieur et les nouvelles normes, hein, le nouveau DPE, plus drastique, en fait, et les normes de construction RE 2020. Et le troisième levier, en fait, du gouvernement, c'est d'inciter et de réglementer, en fait, le pilotage des bâtiments en mettant en place, des systèmes de régulation, de contrôle et d'automatisation. C'est ce qu'on appelle, en fait, le décret BACS. Et ce décret, il a été publié en 2020. BACS, ça veut dire Building Automation and Control System, d'accord? Ça vise évidemment à améliorer le bilan environnemental de la France et c'est dédié au parc immobilier tertiaire. Donc, dans ce décret, en fait, il y a une obligation pour les bâtiments qui produisent une puissance supérieure à 290 kilowatts. En 2025, il sera obligatoire d'installer une GTB et ça va se durcir encore en 2027. Ce qui est, envisagé, en fait, par le gouvernement, c'est que l'installation de ces GTB dans nos bâtiments va permettre une diminution de 25% de la consommation énergétique. Et on va le constater aussi, David, je pense que toi, d'ailleurs, tu le disais là en préambule, c'est le constat que tu fais, en fait, sur tous tes projets. Oui, sur l'énergie influençable. Alors le CVC, c'était 65% dans l'image avant. On peut économiser en moyenne sur 25%.
Mais bon, on a des projets qui sont mieux et peu pire que ça. Alors, les classes de GTB, en fait, elles sont classifiées en 4 catégories, qui va de la classe D, donc de la moins performante, certainement sans action, sans régulation, à une classe A qui permet en fait d'ajuster en fait au plus proche du besoin le confort de l'occupant avec un minimum d'énergie. Donc c'est une GTB qui va avoir des boucles de régulation, qui va faire des actions, qui va remonter des informations régulièrement. Et quand on passe en fait d'une GTB classe C à une GTB classe A, le constat c'est celui-ci, c'est 25 d'économie d'énergie sur l'ensemble des consommations qui sont concernées en fait par les usages. Les aides du gouvernement, elles sont encadrées dans le qu'on appelle le CEE, certificat d'économie d'énergie. Toi, David, sur tes Oui. projets, tu utilises en permanence, en fait? Oui, alors il y a les C2E qui touchent tous les secteurs, aussi les particuliers, mais dans les bâtiments tertiaires, il y a la fiche BAT-TH 116 et elle aide à financer ces travaux. C'est synchronisé avec le décret BAX, pour aider les propriétaires d'installer une nouvelle GTB de la classe B ou A. Si on installe une GTB de la classe A, on a un peu plus d'aide que la classe B et en plus, cette année 2023, l'État a encore augmenté ses aides de 100 pour les bâtiments sans GTB et de 50 pour les bâtiments qui ont déjà une GTB. En général, nous, bien sûr, on doit contrôler pas mal de paramètres dans un bâtiment, mais si dans la majorité des bâtiments, on peut aider à arriver à une classe A, même avec une ancienne GTB, quand même Météo Viva et notre contrôle sur le bâtiment, on peut arriver sur une classe A et ça peut ressembler à peut-être cette année pour un bâtiment à 100 000 € d'aide sur 15 000 m². Alors c'est assez intéressant et on a eu déjà des projets où tout le projet Météo Viva a été couvert par les C2E. Et l'avantage, selon le décret BAX, on est aussi une GTB et les clients répondent au décret BAX et l'économiste de l'énergie après. N'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous en avez. Je vais vous présenter maintenant la solution sans fil, donc Kerlink spécial GTB. Pourquoi spécialement pour la GTB? Notamment par les protocoles, en fait, qu'elle utilise. Donc la solution, vous l'avez deviné, c'est une solution basée sur la transmission radio avec le protocole LoRaWAN. Donc on installe des capteurs sans fil. Aujourd'hui, sur le marché, il y a un écosystème, en fait, qui fournit des capteurs de toutes sortes, d'accord? Des actionneurs, des convertisseurs Modbus, un tas de capteurs pour faire de la télérelève. OK. Donc ces capteurs, ils transmettent en liaison radio. La fréquence est du 868 MHz. C'est la particularité, en fait, de bien pénétrer à travers les bâtiments. Cette onde, elle est reçue par une passerelle, d'accord? Qui va transformer ces trames radio LoRaWAN en trames IP pour les transmettre, par Ethernet à un automate ou à un système de supervision. La communication, en fait, entre la passerelle et l'automate et la supervision, elle se fait en mode bus IP. Aujourd'hui, c'est ce qui est couramment utilisé et on est en cours, de release d'une interface en BACnet IP qui sortira à la rentrée. Et en parallèle de ces 2 interfaces, en fait, on peut avoir un autre flux qui vient de manière simultanée en HTTP avec des fichiers JSON. Ça ressemble à du XML, en fait, dans le cas où on veut communiquer, par exemple, avec un automate et en même temps au système de supervision. La passerelle, elle est totalement autonome, c'est-à-dire qu'elle a, un cœur de réseau à l'intérieur et elle va aussi, effectuer en fait, le déchiffrement des trames parce que le protocole, est sécurisé entre la liaison entre le capteur et la passerelle, c'est sécurisé, donc c'est chiffré. Il va faire le déchiffrement des trames et le décodage. Tout ça grâce en fait à une librairie de capteurs, de codecs qui est intégrée à la passerelle. Et cette librairie, elle est enrichie au fil du temps. Romain, je te laisse, présenter les produits Kerlink. Oui,
Donc, pour réaliser le réseau LoRaWAN que Grégory a expliqué précédemment, donc nous, on intervient, Carlink, parce qu'on est donc via notre partenaire Sphinx sur la distribution en France et en Europe du Sud, on intervient sur la fourniture donc des différents gateways ou passerelles, comme l'indiquait Grégory, qui peuvent également s'appeler concentrateurs en fonction de la terminologie des uns et des autres, où on va arriver sur une passerelle LoRa donc qui peut être soit une passerelle qu'on va positionner en environnement extérieur ou en environnement interne, donc indoor ou outdoor, le choix de la solution va dépendre un petit peu de la configuration du bâtiment, de la grandeur du bâtiment et puis éventuellement de la localisation des capteurs, hein, pour s'assurer une meilleure couverture du bâtiment en question. Donc nous, on est sur des passerelles, comme on l'indiquait précédemment, donc, qui sont fabriquées en France. Donc on a notre bureau d'études, on a nos bancs de tests qui sont développés au sein même de la société Carlink, et derrière, on se base sur de la fabrication par des sociétés EMS qui sont localisées dans un environnement d'une centaine de kilomètres autour de la société Carlink pour pouvoir intervenir le cas échéant. Donc, on intervient sur la passerelle, sur le cœur de réseau LoRaWAN, et puis on a également un ensemble d'accessoires qui permettent, donc des accessoires qui permettent de sécuriser à la fois l'alimentation, mais également les éventuelles contraintes climatiques, hein. On a eu des exemples d'orage il n'y a pas si longtemps que ça, qui montrent que c'est important de pouvoir protéger ces équipements électroniques. Donc, on arrive avec des kits d'installation, des antennes supplémentaires et des protections qui permettent de sécuriser dans sa globalité le réseau LoRaWAN. OK, parfait. Pour donner une idée, en fait, de la taille de ces passerelles, parce que là, sur les images, on ne se rend pas bien compte et puis, on a l'impression qu'on a une passerelle intérieure et une passerelle extérieure qui font à peu près la même taille. C'est pas le cas. En fait, on va dire que la passerelle extérieure, celle qui est à gauche, qui est compacte, hein, qu'on peut installer sans antenne, qui a déjà une antenne à l'intérieur, tient dans une boîte à chaussures et celle de droite, c'est à peu près la taille d'un smartphone, d'un gros smartphone, en fait. Voilà. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est des produits que nous, on fabrique et que l'on vend à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires à l'année. Donc, on a une fiabilité dans nos process industriels et une robustesse dans le produit qui fait qu'on est extrêmement confiant dans la qualité du produit et on va dire, dans la réalisation du service LoRaWAN et de la connectivité LoRaWAN. OK. Et pour donner une idée de la couverture, en fait, en termes de liaison radio, que peut permettre ces 2 passerelles, en fait. Alors, pour donner un ordre d'idée, donc la e-station, donc c'est la passerelle que vous voyez sur la gauche, la passerelle la plus importante, plus grosse, positionnée sur un toit, peut avoir, ou sur un site télécom, hein, quand ce sont des conditions idéales, mais sur un toit ou même à l'intérieur d'un bâtiment, on peut avoir des couvertures qui peuvent aller jusqu'à plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres. Donc, d'un point de vue couverture, lorsque l'on doit couvrir un ensemble de bâtiments, c'est typiquement la station de base, la passerelle qu'il faut déployer, avec la capacité d'ajouter une passerelle indoor, donc celle que vous voyez au milieu de cette diapositive, qui, elle, va pouvoir être positionnée dans un bâtiment à 1 ou 2 étages, ou qui va pouvoir compléter la couverture que vous avez en extérieur avec la WIRNet e-station. Donc, la e-station en position idéale peut avoir plusieurs kilomètres, 5-10 kilomètres, voire plus, de couverture. L'e-femtocell, qui est la gateway en indoor, peut avoir plusieurs centaines, voire kilomètres de mètres de couverture également. Donc, en fonction des contraintes physiques que vous pouvez avoir sur le bâtiment, la localisation des capteurs ou d'autres paramètres qui peuvent intervenir, on peut vous aider à déterminer le nombre de passerelles qu'il vous faut, s'il vous en faut une ou plusieurs, et surtout, quelle est la bonne passerelle qu'il est important de déployer. Peut-être j'ajoute aussi quelque chose, la passerelle à gauche, la grande, on utilise
souvent en Allemagne, quand on veut équiper un bâtiment bureau, par exemple à Düsseldorf, on a équipé un bâtiment de 200 mètres de 7 étages. Avec cette passerelle, on a installé sur les toits près des CTA et comme ça, on a ajouté, je crois 70 sondes de température et c'est fait dans une journée et tout le bâtiment est équipé avec les sondes. C'est pas plusieurs kilomètres pour cette utilisation, mais les prix sont assez corrects, on va dire que c'est une solution parfaite et nous, en tout cas, on préfère d'avoir un système plus puissant pour être sûr d'arriver aussi au sous-sol, d'avoir, une bonne connexion et on est très content avec ça et ça économise énormément d'argent et de temps. Très C'est bien. effectivement un point important également, hein, sur lequel on travaille, hein, tu fais bien de le mentionner, David, c'est que ce soit sur l'équipement ou sur l'aspect logiciel, tous les services qui sont mis en place par Kerlink et par nos partenaires vont vers l'installation la plus aisée, la plus rapide et la plus autonome possible, c'est-à-dire qu'on vient vers des équipements qui se branchent et qui se connectent automatiquement via un certain nombre de services à valeur ajoutée pour faire en sorte que le réseau soit automatiquement opéré et opérable. Donc, les solutions de Kerlink, comme l'expliquait tout à l'heure Grégory avec l'explication du réseau LoRaWAN, sont interopérables d'ores et déjà avec un certain nombre de capteurs, de fournisseurs de capteurs type Wateco, Socomec, Adonis, etc., que vous pouvez voir sur cette slide. Des capteurs qui ont été intégrés pour lesquels on a l'avantage d'avoir une grande fiabilité à travers des années et des années d'expérience et des années de déploiement, sachant que Kerlink étant une société à la LoRa Alliance et promouvant la spécification LoRaWAN, peu importe, j'ai envie de dire, le capteur qui sera proposé dans le cadre des cas d'usage que le client souhaite déployer, dans la mesure où il est en conformité avec les spécifications LoRaWAN, ces capteurs peuvent être intégrés presque nativement. Ouais. Là, sur cette solution-là qui est dédiée à la gestion technique des bâtiments, en fait, on a une librairie de codecs, donc de décodeurs en fait, qui sont intégrés à la passerelle. Et aujourd'hui, là, vous pouvez, en suivant ce lien, voir la liste exhaustive des capteurs et leurs références, en fait. Cette liste, elle évolue en permanence. À chaque fois que nos clients ont un besoin d'un nouveau capteur et que ça se justifie, en fait, en termes de demande, il est réintégré, il est intégré, en fait, à la librairie. Donc cette librairie évolue en permanence. Et l'avantage de tous ces capteurs, c'est qu'ils sont en capacité d'adresser des marchés différents, que ce soit les marchés de l'industrie avec des capteurs 420 mA, des capteurs qui peuvent être des tout ou rien, des capteurs qui peuvent être dans le monde de l'environnement avec notamment la mesure de la qualité de l'air. On peut arriver plutôt sur des problématiques de comptage de l'énergie. Donc, ça va être des capteurs qui vont plutôt être associés à la télérelève du compteur d'eau, de gaz ou d'électricité. Et puis derrière, on peut avoir également plutôt des capteurs on va dire, de conditions environnementales, à savoir la température, l'humidité dans des bâtiments. Tous ces cas d'usage correspondent concrètement à des cas d'usage qu'on peut déployer dans le cadre des solutions GTB. Si vous voyez un exemple du Wizard qui permet, donc quand on vient se connecter sur l'interface de configuration, hein, c'est une interface web sur laquelle on va venir ajouter les capteurs. Donc dans des menus déroulants, on va sélectionner le capteur parmi la librairie et lui affecter une adresse d'esclave Modbus. Et évidemment rentrer les 3 clés, hein, qui ont été fournies par le fournisseur de capteurs. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a renseigné l'ensemble des capteurs qu'on va ajouter sur la passerelle, on vient générer un fichier de configuration qui va être injecté dans la passerelle par FTP. Donc la solution, en fait, elle a l'avantage d'être purement locale. On n'est pas les données, elles ne sortent pas dans le cloud, d'accord? Elles sont traitées en local et après, c'est vous qui décidez de vous interfacer avec la GTB, avec votre système de supervision
Elle respecte les protocoles standards du bâtiment, du Modbus TCP et bientôt, du BACnet IP. Et surtout, alors ça, on voit que ça plaît à nos clients qui ne veulent pas d'abonnement et là, pour le coup, en fait, c'est une solution avec un coût, one shot, un pur investissement sans récurrent, quoi. 2 cas d'application avec cette solution-là, donc des cas réels, en fait, ici. Le premier, c'est un déploiement chez un leader mondial du mobilier et de la décoration en France, que vous connaissez tous. Donc il s'agissait en fait, de faire du suivi de la chaîne du froid dans les réfrigérateurs des restaurants de cette chaîne-là, d'accord? Le challenge, c'était en fait, d'installer des capteurs de température à l'intérieur des frigos, donc à l'intérieur des tiroirs, sans déport de sonde, sans sonde déportée, OK? Donc là, on parle souvent en radio, de cage de Faraday. Ici, effectivement, on était, avec une liaison, dans un environnement qui était assez contraint, en fait et malgré tout, avec, une installation d'une passerelle qui n'est pas non plus optimisée. Comme vous pouvez le voir là sur les 2 photos à droite, on voit donc la passerelle indoor, Kerlink qui est installée sous l'armoire. Donc, l'armoire qui est métallique, donc c'est pas non plus une configuration idéale pour une installation de passerelle. On préférera l'installer, un peu plus loin ou au-dessus et malgré tout, à une centaine de mètres de ces réfrigérateurs, on obtient, quand même, une bonne qualité de liaison. Il a fallu malgré tout fixer, ce qu'on appelle, techniquement les spreading factors pour éviter que le capteur adapte, sa puissance d'émission, quand on ouvre et quand on ferme la porte du frigo. L'avantage de ce type d'installation, c'est que vraiment, on est sur des technologies qui sont sans fil. Donc, une fois qu'on a alimenté la station de base, la passerelle, on n'est plus que dans la configuration, on va dire, des bons paramètres pour optimiser à la fois la réception des informations du capteur et puis maximiser aussi la durée de vie du capteur qui peut aller jusqu'à plusieurs années. Exactement. Donc là, c'était de la remontée, essentiellement de la remontée d'informations et là, je vous partage un autre cas d'usage pour, vous montrer qu'on peut aussi faire de la descente d'informations, d'accord? Donc du pilotage avec un autre type de capteur, un actionneur en fait, tout ou rien, qui lui, par contre, doit être alimenté parce que, pour pouvoir traiter l'information en temps réel, il se met en écoute en permanence, donc ce sont des capteurs qui consomment plus que les autres, donc ceux-là doivent être alimentés et donc avec la solution, Kerlink spéciale GTB, on peut envoyer, de la donnée à partir d'un système de supervision. Ici, en l'occurrence, il s'agissait d'éteindre, sur un créneau horaire, un bâtiment, servant à de la logistique qui n'était, plus exploité, en fait, la nuit. Voilà. Initialement, la lumière était tournée 24/24 et là, on a rajouté ce système-là, alors de manière très simple, hein, très simple à déployer pour éteindre au moment où il y a personne dedans, tout simplement, quoi. Ce qui nous amène à faire une comparaison en termes de ROI ou plutôt, de difficulté de déploiement, à comparer, une installation filaire et une installation sans fil en LoRa. Par exemple, sur un projet d'installation d'une dizaine de capteurs en filaire, on va mettre à peu près 2 semaines. Pas simplement, pas simplement le déploiement sur le terrain, ça comprend aussi une étude de plan en bureau d'études et on peut être amené en fait à avoir certaines difficultés ou prendre en compte certaines spécificités, notamment quand on doit traverser des murs avec des mousses un peu spéciales. On est confronté à ces normes d'isolation en fait. Chose qu'on n'a pas avec les déploiements sans fil. Là, sur un projet, de déploiement d'une dizaine de capteurs, on va pouvoir déployer ça dans la journée et c'est relativement simple. On est autour de, voilà, chez Météo, entre 2 à 6 minutes. Ces capteurs sans fil, de les coller, marquer dans le plan, prendre des photos et comme ça, oui,
J'ai pris, je crois, 2-3 heures pour installer une trentaine dans un bâtiment. Bien sûr, la passerelle est installée d'abord, mais installer les capteurs, les sondes de température, CO2 et tout ça, c'est assez simple et assez rapide parce que finalement, oui, on n'a pas des câbles à tirer. Exactement. Et alors, ce qui est important aussi, parce qu'il ne faut rien cacher, c'est que, il faut prévoir malgré tout de la maintenance sur les systèmes sans fil, hem, pour anticiper justement le changement des piles de ces capteurs-là. Donc on C'est a c'est oh pardon. ouais, vas-y, vas-y. C'est c'est assez important. Nous, qu'on a démarré l'année dernière avec les sondes LoRa, au début, nos intégrateurs ont installé les sondes ensemble avec nous et on n'a pas bien paramétré la communication. Ils ont communiqué à fond et comme ça, dans un bâtiment, après 9 mois, je crois, les piles étaient vides. On avait une cinquantaine de piles à changer. C'est pourquoi je conseille aussi de regarder, installer avec quelqu'un, qui a un peu de connaissance du LoRa ou avec les fournisseurs et demander des questions, si c'est bien paramétré. Parce qu'on peut suivre aussi, l'état de la batterie, de chaque capteur normalement, mais de réduire l'intensité de communication au minimum pour les situations spécifiques. Parce qu'autrement, oui, on peut, changer des batteries, pas mal de fois et on n'arrive jamais aux 10 ans, on va dire. Mais si c'est intégré dans la maintenance, les mainteneurs changent des filtres, des systèmes et tout. Ils peuvent aussi changer des batteries et bien noter, bien sûr, aussi le modèle du capteur parce qu'il y a des batteries différentes dedans et pour être capable d'installer des bonnes piles. Ce ne sont pas des piles que vous achetez au supermarché, vous installez dans les sondes LoRa. Ouais, exactement, c'est vrai David, il faut faire attention à ça, à déployer, quand même dans les règles de l'art. Il y a un impact direct sur la durée de vie des capteurs. C'est pour ça que nous, en fait, chez Sphinx, on propose, une journée d'accompagnement pour les plus néophytes, pour expliquer en fait, expliquer ça, expliquer aussi, peut-être, la configuration Modbus pour les gens qui ne sont pas familiers. La solution Kernlink, on la stocke, donc pour l'instant, on la stocke en France. On a du stock, on peut livrer, en 2-3 jours. On vous accompagne aussi, pour, les clients qui veulent une solution clé en main. On peut aussi faire l'enregistrement. Tout à l'heure, je vous ai montré comment on utilisait le Wizard pour faire l'enregistrement des capteurs. On peut aussi prendre, en charge cette partie-là chez Sphinx et vous livrer une passerelle déjà configurée pour votre environnement. Eh bien, David, on va te laisser la main sur, Oui. le retour d'expérience. Ta Comme présentation. comme comme j'ai dit initialement, on contrôle des bâtiments, on utilise, oui, une quinzaine, vingtaine des systèmes Carlink. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Meteoviva? On est quelque part une GTB. S'il y a déjà une GTB, on se branche à cette GTB pour mieux gérer le bâtiment. Comment on peut mieux gérer un bâtiment, les installations CVC? On crée un modèle, on anticipe le comportement, la température intérieure des zones différentes d'un bâtiment. On achète des prévisions météo pour les coordonnées du bâtiment. On fait tourner ce modèle avec les informations du bâtiment. On récupère soit par des sondes Kerlink, les températures, ambiantes ou aussi, des consommations d'énergie, des températures des circuits parce que tout ça, on peut communiquer aussi en LoRa et on le fait déjà depuis l'année dernière et on fait tourner ce modèle et on produit des consignes qui sont communiquées dans le bâtiment pour mieux gérer, les températures, des zones différentes. Alors, on écrit vraiment les températures des CTA, par exemple, ou les modes opératoires ou températures des ventiloconvecteurs. On gère aussi les températures des circuits de chauffage, refroidissement, plancher chauffant. Alors, en général, le but, c'est de consommer un minimum d'énergie, et de respecter les températures ambiantes, spécifiées par les utilisateurs. Ils peuvent spécifier un minimum et un maximum, mais on le verra plus tard. Avec ce modèle, on l'appelle white box en anglais, ça veut dire c'est vraiment un modèle, ce sont des formules, thermodynamiques qu'on a appris à l'université
Nous, on peut prévoir des températures ambiantes et avec ces températures, on peut piloter le bâtiment. Il y a quelques compétiteurs, ce sont surtout des Allemands là, mais aussi DeltaQ, je crois, ce sont des Belges. Mais ils travaillent pas mal avec l'intelligence artificielle. C'est en général un système qui apprend le comportement d'un bâtiment, mais il n'y a pas vraiment de formule derrière. Ça veut dire s'il y a un changement dans le bâtiment, ils ne le savent pas, ils doivent le réadapter, mais tu vas peu changer des formules. Si on devient un open space et pas des petits bureaux, si on est informé, on peut adapter des formules et normalement, après 2-3 jours, on fonctionne parfaitement dans les bâtiments. Aujourd'hui, on est actif en 9 pays, pas en 7, et on est sur 250 projets. Et on est certifié ISO 27001, c'est assez important, les protections des données sur nos serveurs, mais aussi la communication avec les bâtiments. Et en France, comme j'ai dit initialement, les clients peuvent profiter des C2E. Ça dépend du bâtiment, on ne peut pas généraliser ça, mais ils peuvent profiter en général. Nous, on peut se connecter en général à tous les GTB existants. S'il n'y a pas de GTB, on peut aussi, avec un partenaire, installer les automates pour contrôler les installations. Bon, déjà aujourd'hui, en Allemagne, en France, on a parlé une trentaine des protocoles différents. Bien sûr, LON, KNX, Modbus, BACnet. On est sur Cbus aussi en ce moment à Paris. Et nous, on ajoute aussi des sondes, des installations IoT, comme les Carlink, et on crée notre modèle, on laisse tourner le modèle. Normalement, les optimisations tournent tout le temps et 4 à 6 fois par jour. On communique les résultats dans les pas de 10-15 minutes, comme consigne dans le bâtiment. Et comme ça, on peut économiser jusqu'à 40%. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour fonctionner dans le bâtiment? On doit étudier le bâtiment, on regarde des plans, on regarde des installations techniques, des CTA, des circuits, des isolations, taille de fenêtre. On crée le modèle, bien sûr aussi exposition concernant nord, sud, est, ouest, et on demande à quelle température vous voulez contrôler votre bâtiment. 19, 23, 26, 25, 28. Vous spécifiez les heures. Alors, de 8h à 8h, je veux être entre 19 et 26, par exemple. Et MétéoViva fait tout que dans cette zone où c'est spécifié, c'est géré comme ça. Les prix d'énergie sont aussi intégrés. Alors, s'il y a des heures creuses, heures pleines, on préfère bien sûr de chauffer ou refroidir plus quand c'est moins cher. En Allemagne, on travaille même avec le marché spot. Là, il change dans quelques bâtiments les prix tous les 15 minutes et on arrive à bien gérer ça aussi. Des sources IoT, ce sont des sondes de température ambiante. Et là, on est déjà sur le prochain slide. Alors, le lien avec la réalité, ce sont ces sondes de température ambiante. Et tu peux aller sur le prochain, parce que j'ai déjà dit, les provisions météo sont dans le modèle. Là, on voit une petite idée, une petite explication. C'est une journée, 24 heures. Le rouge, ce sont les limites de température spécifiées entre le limite basse et limite haute. Jaune, le soleil, et gris derrière, c'est la température extérieure. On doit chauffer dans ce bâtiment pour arriver à une température agréable. C'est la ligne noire dans le bâtiment. On chauffe le matin, une GTB normale baisse le chauffage vers midi parce qu'il fait plus chaud, les lois de chauffe, mais on voit que la température dépasse les limites hautes spécifiées, cette bande rouge, vers midi. Et on doit refroidir. Et ça coûte de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait chez MétéoViva? On sait déjà s'il fait très beau ou pas aujourd'hui dans ce bâtiment, dans cette région. Et l'influence de la météo et l'utilisation du bâtiment sur le comportement de la température. On baisse le chauffage, courbe rouge, et on stabilise la température intérieure, courbe noire. Et comme ça, on peut éviter de refroidir plus tard et on profite du soleil pour le chauffage du bâtiment. Comme ça, on réalise une part de nos économies. Les projets en général, on fait une étude pour bien comprendre qu'est-ce que vous avez comme installation, isolation, la taille du bâtiment et tout ça. Après, on travaille avec les intégrateurs
avec les spécialistes qui connaissent le bâtiment, ou on peut amener nos propres spécialistes et intégrateurs pour installation du système, mise en œuvre. Et après, c'est le but, exploitation continue de Météo Viva dans le bâtiment, parce que nous, en général, on gère mieux qu'une GTB les installations d'un bâtiment. On anticipe le développement de la température, la GTB ne peut pas le faire, et comme ça, on peut économiser quelque chose et télépiloter le bâtiment. Alors, nous, on a nos serveurs. Pour chaque bâtiment, il y a un modèle individuel qui tourne. On se connecte par VPN avec un petit Météo Viva Box, un petit coffret 4040 dans le bâtiment ou un rack qui communique avec le bâtiment. Là, sur cette voie, on communique des consignes et on récupère des données de mesure, des compteurs, des circuits, aussi des informations de réservation, par exemple. On peut aussi connecter des systèmes supplémentaires par API. Et pour les sondes de température qui créent le lien entre la réalité, les sondes des températures mesurées sur place, et nos prévisions, la température moyenne prévue par notre modèle. Nous, on peut aussi intégrer Localink. Aujourd'hui, on l'intègre comme ça que les données sont transférées par une API dans notre système. Mais on teste aussi le mode post-IP en ce moment, même aujourd'hui en Allemagne. Notre équipe est en train de faire des premiers tests, comment on peut intégrer directement dans le bâtiment le mode puce API pour éviter qu'on traverse des API de nos partenaires et que les données sont directement dans le bâtiment. Alors, tout est contrôlé par le cockpit. On a essayé de faire un design très simple. Les clients qui ont plusieurs bâtiments, ils sont très contents parce qu'on peut voir en 3 clics les températures des bâtiments. On peut co-contrôler les limites hautes et basses des températures et les heures de fonctionnement. Sur le prochain slide, on voit comment on fait le login. C'est dans un browser normal, un navigateur normal. Et quand on a fait le login, on voit ça. Ça, c'est un bâtiment. À gauche, vous voyez des étages. Vous pouvez cliquer facilement dans les étages. À droite, vous voyez des zones. On crée des zones selon les installations techniques et exposition nord, sud, est, ouest. Et quand c'est jaune, comme Météo Viva, c'est la bonne température. Alors, la température des zones, la température moyenne, est entre les limites spécifiées par le client. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne température. Si un client dit « je veux être entre 25 et 30 degrés », peut-être quelqu'un dit « c'est trop chaud », mais on respecte le choix des clients. Et ça, c'est très important pour nous. Après aussi, les clients peuvent, avec les petits thermostats, encore varier les températures plus/- 3 pour leur propre bureau. Ou plus/1, qu'est-ce qu'ils ont choisi pour le bâtiment. Si on clique dans une zone, on peut visualiser pas mal des données extérieures, comme le jaune du soleil. Là, vous voyez la courbe bleue, c'est la température de soufflage d'une CTA dans cette zone-là. Et la courbe jaune qui suit le bleu. Et là, vous voyez comment on fonctionne. Les consignes ne sont pas les mêmes pour tous les jours, ça varie. Et tout est déduit des températures moyennes de ces zones, cette courbe noire au milieu, et qui suit la courbe grise pendant la journée. Et vous voyez cette surface bleue, c'est quand la CTA démarre. Aussi, selon la météo, on démarre plus tôt, on peut arrêter plus tard le fonctionnement. Mais vous pouvez, en général, visualiser toutes les données depuis la connexion de Météo Viva. Ça, c'est aussi quelque chose demandé par le décret BAX, par exemple. Et bien sûr aussi les consommations, si les compteurs sont intégrés dans le système. Le prochain slide montre une autre idée. Ça, c'est un resto dans un grand bâtiment à Paris. Vous voyez en bas cette courbe bleue qui a un pic vers 13-14 heures. Et ça, c'est le CO2. Et là, par exemple aussi, si on a des sondes CO2, on peut voir comment les bâtiments fonctionnent. On peut aussi déduire, ils ont besoin plus de l'air neuf. Et on peut aussi encore économiser parce que cette surface bleue, c'est l'heure de fonctionnement pour cette CTA. Et vous voyez que techniquement, l'air neuf est vraiment utilisé que pendant 2 heures dans l'après-midi. Et avant, elle tourne pour rien, on peut presque dire. Bien sûr, c'est pour climatiser, mais on peut varier peut-être aussi les vitesses, si le client le veut. Et toutes ces possibilités sont là avec les sondes LoRa, avec la IoT proposée dans ce webinaire aujourd'hui. Quand on fonctionne, il y a des autopilotes. Alors, nous, on est autopilote, j'espère que vous avez bien compris. On pilote vraiment le bâtiment. On surveille aussi ce qu'on fait. On surveille
le fonctionnement du bâtiment. On a une équipe des ingénieurs qui appellent aussi les exploitants pour assurer que ça fonctionne bien. Quand il y a une dérive, ils appellent, ils disent, bon, il y a un souci. La maintenance du logiciel, c'est clair. On est une entreprise IT, on fait la maintenance de nos installations. Calibrage, s'il y a des changements, un bâtiment est quelque chose vivant, vous changez des cloisons, on recalibre et ça fonctionne. Et on donne des garanties d'économie selon nos estimations. Avantage pour les locataires, un logiciel dernier cri qui gère bien la climatisation, qui stabilise aussi, qui évite des pics de chaud et de froid dans un bâtiment. Pour le propriétaire, ça augmente la valeur des bâtiments. On économise un peu. C'est comme pour nous, les particuliers. Un bâtiment plus efficace énergétiquement, on peut vendre plus cher qu'un autre. Et même chose pour les grands bâtiments tertiaires. Et pour l'exploitant, il y a une deuxième couche de sécurité. Parce que nos équipes surveillent aussi et on peut aussi donner une certaine continuité. On connaît le bâtiment et on peut informer les nouvelles équipes selon le fonctionnement du bâtiment et malfonctionnement si on a détecté quelque chose. Prochaine slide. Quelques chiffres. On est sur 250 projets, autour de 200 en exploitation, des autres sont en phase installation ou étude. En 9 pays, quelques grands clients de nous. On a économisé 25 millions d'euros pour nos clients et on a 7 millions d'heures d'expérience. Sur le prochain slide, on voit un projet en Allemagne à Hambourg, 15 000 m², bâtiment bureau. On a économisé 44% sur le frais d'exploitation. Pas mal de CO2. En Allemagne, on a plus de CO2 dans l'électricité qu'en France, parce qu'on a moins de nucléaire. Comme ça, on a 10 fois plus de CO2. Et c'est le ROI du projet sans aide était déjà avant la crise énergétique avec les prix normaux de moins d'1 an. Alors en général, l'installation de Météo Viva est facilement financée par des économies chez nos clients. Bien sûr, à partir d'une certaine taille. Si vous installez Météo Viva sur 300 m², on va avoir un autre ROI parce que la consommation énergétique et les économies sont moindres. Okay. Très bien. On arrive à la fin de cette présentation. On a quasiment respecté en fait le timing. Il reste 10 minutes pour prendre des questions. Alors, j'ai vu qu'on avait répondu un peu déjà par écrit à certaines. David a répondu aussi un peu, moi aussi. Alors, j'avais une question ici sur le réseau. Pour bien comprendre le réseau LoRaWAN, votre solution permet de créer une infra LoRa dédiée ou peut-on passer par un réseau public? En fait, oui, il faut bien distinguer les réseaux publics et les réseaux privés. Ici, la solution vous permet de créer votre propre réseau, purement privé en fait. Donc là, vous n'avez pas à souscrire un abonnement chez Orange ou chez Bouygues. La passerelle est autonome, elle crée son propre réseau avec ses capteurs et son cœur de réseau qui est intégré. D'accord. Romain, David, si vous voyez d'autres questions, allez-y, hein. Une installation multipasserelle est-elle possible? Le cœur de réseau est alors déporté. Là, dans la solution là, dont on vous parle, c'est une solution locale avec une passerelle qui est autonome, donc qui va gérer un nombre de capteurs. D'accord? Les capteurs, ils sont enregistrés à l'intérieur de la passerelle, parce que la passerelle contient son propre cœur de réseau. Si vous mettez plusieurs passerelles comme celle-ci dans un bâtiment, ça veut dire que vous aurez autant de petits réseaux LoRa. Si vous souhaitez centraliser la gestion avec la gestion notamment des capteurs, et là, c'est une solution, c'est une autre architecture avec un cœur de réseau qui serait déporté dans le cloud. Et les passerelles, elles, ne feraient pas le décodage. Elles ne géreraient pas la communication. Elles ne feraient que transmettre en fait les informations des capteurs vers un cœur de réseau qui serait dans le cloud. Mais c'est aussi possible. Mais ce n'est pas la solution là dont on vous parle. Alors, on a une question également, Grégory, qui est est-ce que les passerelles gèrent l'ADR? Donc, c'est d'ores et déjà quelqu'un qui est un petit peu familier du LoRaWAN. Oui, oui, exactement. Alors, l'ADR, en fait, c'est l'Adaptative Data Rate. C'est la capacité des capteurs à adapter
leur spreading factor, en fait, le comment expliquer ça? Leur vitesse de communication ou leur Vitesse, redondance d'octets, en fait, volume de de la données. communication, en fonction de la liaison radio, de la qualité de la liaison radio. Donc oui, là, effectivement, c'est géré. Ça, c'est géré par le cœur de réseau qui est intégré à la passerelle. Donc oui, c'est possible. Dans certains cas, on peut être amené à les fixer. Par exemple, dans le cas que je vous ai montré tout à l'heure sur le suivi de la chaîne de froid, on les a fixés, on n'a pas activé cette capacité à s'adapter dynamiquement parce qu'on avait différentes configurations, en fait. Quand on ouvre un bac, de frigo, la porte ouverte, on n'a pas la même liaison radio que quand, la porte est fermée, d'accord? Donc là, dans ce cas-là, il a fallu, fixer ça et donc désactiver l'ADR. D'autres questions? Les échanges peuvent-ils être bidirectionnels? Oui, en fait, ça, on l'a vu, en fait, dans le 2e cas d'usage, celui qui permettait de faire du pilotage d'éclairage et qui met en œuvre des capteurs, des actionneurs tout ou rien. Donc en fait, ce sont des capteurs d'une autre classe. En LoRa, on a 3 classes, A, B et C. Donc les classes A sont autonomes et les classes C sont des capteurs qui doivent être alimentés parce qu'ils sont en permanence en écoute d'une trame qui viendrait en fait, de la passerelle sur action du cœur de réseau, donc de la supervision. Alimentation des capteurs par pile, oui, Mmh. tout à fait, pile ou batterie, ça dépend des modèles. Mais on va dire que 80 à 90 des déploiements LoRaWAN qui sont effectués le sont avec des capteurs qui sont autonomes. L'intérêt principal de cette technologie et de ces déploiements, c'est vraiment d'arriver sur des capteurs qui soient sans fil, donc avec une facilité d'installation très importante, qui est également à mettre en lien avec la qualité du signal radio que la technologie LoRa peut avoir nativement. Donc, c'est des équipements qui peuvent être dans des environnements contraints, donc par exemple dans des salles de chaufferie, etc., qui vont communiquer en radio à la passerelle et qui ne vont pas nécessiter de travaux physiques d'installation. La seule contrainte va être de pouvoir alimenter la passerelle LoRaWAN, mais en dehors de cette contrainte d'alimentation, qui est au final une faible contrainte, vous n'avez pas d'inconvénient à installer des capteurs sans fil et la passerelle. Une autre question de Christophe. Qu'est-ce qui a été fourni en fait sur le cas d'application, le use case, suivi de la chaîne du froid? Pour notre part, simplement la passerelle Carlink GTV. Dans ce cas-là, pas les capteurs, ni le système de supervision, hein. Pour nous, du côté, Sphinx, on ne va fournir que cette partie-là, passerelle. On a aussi la possibilité de fournir, des capteurs de différentes marques. Mais ça, à la rigueur, vous avez vu que la solution, elle est compatible avec, un grand nombre de capteurs du marché. Jusqu'à combien de devices peut-on relier une seule passerelle? Question d'Anthony. Alors, en fait, les passerelles Carlink peuvent gérer jusqu'à un millier de capteurs, mais on va dire que l'interface Modbus nous limite. Le Modbus est limité à 250. Ici, on est limité à 200 capteurs. Après, je crois que David, toi, sur tes projets, tu as jamais atteint cette, limite-là, en fait, tu es jamais Pour arrivé les, au pic de la passerelle, en nombre de capteurs. pour les sondes de température, non. On a aussi des bâtiments où on installe plusieurs passerelles. Alors, ça dépend. D'autres questions? Heu, de toute façon, si on n'a pas le temps de répondre à tout en direct, on vous répondra, par mail individuellement. Vous aurez aussi, la présentation qu'on vient de dérouler, toutes les slides. Alors, quels sont les outils d'appairage des capteurs avec la passerelle? Alors, pour l'instant, en fait, le mode d'appairage, de provisioning se fait par la plateforme web et l'outil de Wizard. Je sais que c'est en évolution ça et une application mobile et un QR code pour les capteurs, pas aujourd'hui, pas à ce jour, en fait. Le support est gratuit. Est-ce que le support est gratuit? Chez nous, question de Stéphane. Oui, en fait, chez Sphinx, on assure le support de tous les produits qu'on distribue, hein.
Alors le support, il se fait par mail dans un premier temps. Notre support client, il répond en 24 heures et ensuite, si vraiment il y a besoin d'intervenir, on planifie en fait, une visio, un call, quoi. Effectivement, le support, ce support-là, en tout cas, de dépannage d'assistance, il est prévu dans le prix. Après, comme je vous le disais dans la présentation, si vous voulez 1 heure, enfin 1 journée d'accompagnement pour, faire plus que ça, de la formation, vous monter en compétences et vraiment vous accompagner dans le paramétrage, on peut aussi le faire. Là, c'est une prestation. Peut-être une question pour toi, le tableau de bord, peut-être David? On se connecte sur la passerelle du site ou on se connecte sur l'interface web de Météo Viva? On, Ah, on se connecte sur l'interface web de Météo Viva et vous pouvez récupérer des données dans l'interface. C'est intégré dans nos projets et c'est dans le cockpit en ligne, tous les données. Mais bien sûr, avec l'idée Modbus, c'est aussi l'idée d'exporter localement des données dans la GTB. Ça veut dire s'il y a une GTB sur place, on met des données dedans. Mais aujourd'hui, si on n'a pas l'export Modbus, les données sont que dans l'interface Météo Viva et utilisées par nous pour le pilotage. Et encore la question pour le on-premise solution. Nous, nos serveurs, les optimisations, on calcule tous les 4 à 6 heures par jour, sont assez lourds. Et comme ça, on a besoin d'une puissance et on adapte aussi les modèles s'il y a un changement dans le bâtiment et tout. Et c'est plus facile de gérer ça sur nos serveurs et envoyer que des consignes. Pour un grand bâtiment, on communique 1 giga de data par mois. Pour un petit bâtiment, 200-300 mégabytes, que des données parce que malheureusement, les connexions dans les bâtiments ne sont pas parfaites toujours et avec les cartes SIM, c'est la communication la plus fiable pour nous. Hem, c'est le fonctionnement proposé de Météo Viva. OK, parfait. Peut-être une question de Karine. Bonjour, il n'y a pas d'interférence entre les gateways et les capteurs avec l'environnement extérieur? Alors, des interférences, en fait, dans la mesure où on est sur une technologie radio, il peut y avoir des interférences. L'exemple d'installation que montrait Grégory avec une passerelle qui est située sous, on va dire, un coffre métallique, peut générer des interférences. Un capteur qui est dans un frigo, un capteur sans fil LoRaWAN qui est dans un frigo, donc avec une porte de frigo qui est fermée, génère naturellement des interférences. Donc, dire qu'il n'y a pas d'interférence, non. Par contre, la technologie LoRa est une technologie qui est très robuste en termes de pénétration dans l'air, de pénétration à travers les différents matériaux. Et c'est notamment la raison pour laquelle cette technologie est très déployée dans tout ce qui est solution de GTB, dans tout ce qui est solution de smart building dans un cadre général. Donc, oui, il peut y avoir des interférences, parce qu'il peut y avoir des interférences, avoir des outils qui permettent de mesurer l'efficacité de la couverture de la gateway et d'adapter soit la fréquence, soit le niveau de réception du capteur ou de la passerelle. Ce sont des outils qui sont intéressants pour pouvoir exploiter et optimiser au mieux le réseau LoRaWAN. Donc, oui, il y a des interférences, mais oui, nous avons des outils qui permettent de s'assurer qu'on réussira à capter l'information du capteur vers la passerelle et que cette passerelle pourra traiter l'information. OK, très bien. Quel est le processus? Donc, Philippe, quel est le processus pour faire intégrer un nouveau capteur, obligatoirement sous-traité par vos soins ou est-ce réalisable par le fabricant de capteurs? Alors effectivement, c'est le processus pour intégrer un nouveau capteur, il faut s'adresser à nous. En général, ça dépend en fait, du capteur. Si c'est un capteur courant du marché qui vient de sortir, enfin dont la demande sera, répandue, on va l'intégrer en fait, hein, on va l'intégrer sans frais. Si c'est un capteur un peu plus exotique, en fait, ce sera dans le cadre d'une prestation. Sinon, c'est aussi possible par vous-même, de décoder un capteur
qui n'aurait pas son codec, à l'intérieur, grâce à la liaison HTTP. J'ai des clients qui font ça aussi. Donc la liaison HTTP là, le format d'envoi des fichiers, que j'ai décrit tout à l'heure, ressemblant à du XML, envoie les données brutes. Donc vous pouvez aussi, intégrer un décodeur, mais pas à l'intérieur de la passerelle. On a beaucoup de questions, on a déjà dépassé. Alors, on a déjà répondu à un certain nombre de questions à l'oral ou par écrit, mais effectivement, comme tu l'indiquais, Grégory, je pense que au regard des nombreuses questions, il pourrait être intéressant de faire un retour groupé sur les différentes questions qui ont pu être posées. Ouais, tout à fait. Rassurez-vous, si votre question n'a pas été traitée là, en live, merci déjà pour toutes ces questions. On va vous répondre individuellement et on va aussi vous envoyer les slides. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a demandé: «Est-ce qu'on aura la présentation?» Oui, rassurez-vous et vous aurez même accès au replay. Eh bien, très bien, bah, il est temps de se quitter. Merci beaucoup pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Merci Romain, merci David. Bonne journée à Merci. tous. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.